Difficile d'évoquer la consommation des ménages sans parler des prix. Un constat, la France, comme les autres pays européens, est aujourd'hui soumise à des pressions déflationnistes. Cela se manifeste bien sûr par des évolutions de prix favorables aux consommateurs, ce qui a priori est une bonne nouvelle, car cela redonne du pouvoir d'achat et permet donc de dépenser plus. Mais des prix en baisse, c'est aussi une pression très forte sur les marges des commerçants et sur celles de leurs fournisseurs, et donc sur l'ensemble des rémunérations des employés. C'est une mécanique infernale qui se met en place aujourd'hui. La déflation entraîne un report des achats, donc une baisse de la consommation. Les entreprises s'ajustent à la fois sur les effectifs et sur les salaires, ce qui alimente encore plus la déflation. Le tout dans un contexte de maintien des exigences de rentabilité pour les entreprises. 4 exemples issus de différents secteurs illustrent les forces qui sont actuellement en jeu. La première entreprise exerce son activité dans l'entretien automobile. Des accords ont été signés en juillet dernier chez Norauto. Ils prévoient des hausses allant de 0,9% pour les cadres à 1,4% pour les employés. La seconde entreprise est issue du monde bancaire. Du côté de BNP Paribas, les revalorisations salariales prévues pour 2011 s'échelonneront entre 0,64% pour les revenus les plus élevés à 2% pour les salaires les plus bas. On reste dans le même ordre de grandeur pour la mutuelle d'assurance Groupama. Pour le transporteur routier Géodis Alberson, plus particulièrement pour son site du Nord, la progression sera de 50 €. Des évolutions à comparer à celles des prix, 1,5% selon la prévision officielle du gouvernement. Au-delà de ces exemples microéconomiques, c'est bien dans l'ensemble des branches d'activité que les négociations salariales sont rudes. Ainsi, le salaire mensuel de base évolue actuellement sur un rythme annuel de 1,9%, son plus bas niveau depuis 2001. Dans le même temps, le marché du travail devient de plus en plus anxiogène, avec bien sûr un nombre de chômeurs en constante augmentation, près de 2,7 millions de chômeurs pour la simple catégorie A, mais plus de 4,6 millions de personnes actuellement inscrites à Pôle emploi, qui subissent donc une problématique emploi. Même les jeunes diplômés peinent à trouver un CDI. Tout cela conduit naturellement les ménages à réaliser un double arbitrage. Le premier, entre consommation et épargne. Les économies réalisées au quotidien servent essentiellement à alimenter une épargne de précaution, car ce n'est certainement pas le niveau des taux d'intérêt qui pousse les ménages à épargner plus. En outre, les baisses récurrentes de prix incitent les Français à différer leurs achats de biens durables. Pourquoi acheter aujourd'hui ce que je pourrais acquérir demain à un prix plus faible? Le deuxième arbitrage concerne les postes de consommation. Au-delà des perturbations liées à l'instauration de la prime à la casse automobile, qui brouille les cartes en modifiant les prix relatifs, les ménages organisent leur consommation et sont contraints de réaliser des choix sur les postes arbitrables. Comme on peut le voir sur ce schéma, nous avons analysé les arbitrages de consommation des ménages en étudiant exclusivement ceux effectués sur les dépenses dites non contraintes. L'axe vertical représente les arbitrages rationnels. Horizontalement, ce sont les arbitrages psychologiques et socioculturels qui sont définis. Plus on se situe aux extrémités des flèches, plus les postes de consommation concernés sont susceptibles d'être sacrifiés. Cela permet d'isoler 3 grands ensembles: les postes en sursis, les condamnés, les épargnés. Quelques exemples: les dépenses en restauration continueront de baisser. Les consommateurs privilégient des postes relevant davantage du cocooning et du nesting. En d'autres termes, on s'occupe de soi et de son intérieur. Les marchés du bricolage-jardinage seront ainsi relativement épargnés, de même que ceux des cosmétiques et des produits de soins. À noter aussi, bien évidemment, que les dépenses contraintes, comme les assurances et les dépenses préengagées, abonnements téléphoniques, Internet, etc., qui sont par définition bien plus difficiles à ajuster à court terme, se retrouvent en tête du classement des compartiments de consommation qui résistent le mieux. Faible augmentation de la demande sur le marché national, pression sur les prix, c'est le moment pour les distributeurs d'aller chercher la croissance là où elle se trouve, sur les marchés émergents en particulier. Les enseignes françaises doivent aujourd'hui répondre à un double impératif, celui de rester leader en France,
tout en se développant sur les nouveaux marchés étrangers. C'est de là que viendront les fortes croissances de volume qui permettront d'optimiser les achats et les charges. Parmi les géants de la distribution, Carrefour table ainsi sur l'ouverture de 150 hypermarchés en Inde d'ici 5 ans. Autre exemple, l'Occitane, le spécialiste des parfums et cosmétiques naturels, est coté à la bourse de Hong Kong depuis quelques mois et mise sur 650 magasins supplémentaires dans le monde, également dans les 5 ans, en Chine, mais aussi au Brésil et en Russie. Si l'international est une priorité pour les distributeurs, des stratégies de riposte sont également en œuvre sur le territoire. À commencer par la multispécialisation. Aujourd'hui, tout le monde fait tout. Tous les marchés, tous les canaux sont des opportunités à analyser pour prendre des parts de marché à ses concurrents. La Fnac, bien entendu, continue de se développer dans la librairie, Darty dans la cuisine. Pendant ce temps, Conforama mise sur le centre-ville. Quant à Ikea, l'enseigne reste plus que jamais attachée à son catalogue, malgré son site de e-commerce. De leur côté, les opticiens poussent dans le discount avec de nouvelles enseignes comme Luns, l'opticien low cost, Hans Anders. On peut aussi parler d'Acuitis, avec un positionnement qualitatif à prix doux. Enfin, difficile de ne pas évoquer Internet. L'ouverture de sites de e-commerce n'est plus une question de type faire ou ne pas faire, mais un simple problème d'agenda et d'organisation des équipes dans une nouvelle culture cross-canal. En France, il faut aussi continuer coûte que coûte la dynamique d'ouverture et de croissance forcée. Un constat s'impose, les indépendants vont de nouveau faire office de principale variable d'ajustement. Les réseaux organisés continueront de gagner du terrain, ce qui se traduira mécaniquement par une croissance de leur chiffre d'affaires supérieure à celle du marché. Mais un cran supérieur a été passé. Comme à magasin constant, aujourd'hui, aucun distributeur ne voit ses chiffres augmenter, il faut piquer des magasins à ses concurrents. C'est ainsi que des magasins de proximité Carrefour, l'enseigne de montagne Sherpa, passent chez Casino. Des adhérents historiques d'Intermarché passent chez Leclerc. Boulanger, qui reste ambitieux malgré la crise, va racheter Planète Saturne, tandis que Beaumanoir va reprendre la City. En parallèle, toutes les enseignes dynamiques se lancent dans des programmes d'ouverture et d'agrandissement de surface. Monoprix a récemment annoncé un plan de 40 à 50 ouvertures par an dans les années à venir. Autre levier actionné par les distributeurs, la guerre des prix. L'étalon dans la grande distribution alimentaire est devenu le discount. Les enseignes d'hypermarchés axent toute leur communication sur les prix. Carrefour a d'ailleurs lancé sa MDD Discount il y a plus d'1 an, Carrefour Discount. Elle serait même aujourd'hui la 5e marque de produits la plus vendue en France. Dans le non-alimentaire, en textile-habillement, en électronique grand public, etc., la recherche du prix le plus bas est également une tendance forte. Le succès des comparateurs en ligne peut d'ailleurs en témoigner. En s'attaquant aux dépenses des ménages, les pressions déflationnistes sapent les fondements même du modèle économique de la France. C'est un cercle vicieux où pour obtenir les prix toujours plus bas, il faut imposer des salaires toujours plus bas. C'est une course sans vainqueur dont les victimes principales sont les salariés, la consommation et finalement les entreprises et la croissance. En bout de course, c'est l'État lui-même qui est pénalisé par des rentrées de TVA en baisse, principale source de recettes fiscales de l'État, ce qui limite ses marges de manœuvre en matière budgétaire.